Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre préoccupation par rapport à l'érection de ce port à Ndayane? Vous avez des craintes sur les impacts? Oui, je dois dire que nous avons des préoccupations multiples, oui. Beaucoup de préoccupations, mais spécifiquement sur les aspects liés à l'impact du projet, sur l'environnement, mais aussi sur les populations locales. Nous avons beaucoup d'inquiétudes. C'est quoi ces inquiétudes? C'est un projet d'abord qui, pour nous, le site est très mal choisi, parce que c'est un site à vocation culturelle et touristique. Et l'État du Sénégal même l'a mis dans son document plan stratégique de développement du territoire Sénégal 2035, oui. Qui a considéré que c'était un lieu où il fallait développer la culture et le tourisme. Donc, on n'a pas compris pourquoi l'État du Sénégal a choisi ce site-là. Sur 1200 d'autant plus qu'il y avait déjà des investissements culturels qui étaient déjà là-bas. L'autre problème que nous avons, c'est que c'est un site, c'est un port en eau profonde. C'est un port qui ne va pas être bâti sur la côte, mais c'est un port qui va être bâti en haute mer, pratiquement plus de 6 km dans la mer. Cela veut dire que les sites de pêcherie traditionnelle qui sont dans la localité vont être impactés. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que les pêcheurs traditionnels qui sont dans la zone allant de Bargny jusqu'à Somone vont avoir des problèmes pour circuler et mener leur activité de pêche. Parce qu'on ne peut pas considérer, en tout cas, ce flux de pirogues qui sont dans la zone, qui vont être mélangés avec des bateaux, des très grands bateaux tirant de 18 mètres dans la même zone et qui vont circuler ensemble. Le risque d'accident va être multiplié par X et il ne sera pratiquement plus possible de pratiquer l'activité de pêche dans la quiétude. Comme donc le port est à cheval, si vous avez dit de Saint-Do à la Somme, est à cheval sur 3 communes. Le port est à cheval sur 3 communes. Ça aussi, c'est un problème de délimitation des communes. Parce que nous qui habitons à Yène, nous sommes dans la région de Dakar. Il y a apparemment un problème de délimitation de la région de Dakar et la région de Thiès. Donc là où ils ont mis le port, parce que le port va prendre aussi sur la terre, sur le continent, une surface de 1200 hectares. 1200 hectares, c'est beaucoup, c'est trop. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi 1200 hectares. Alors que les études, en tout cas les premières informations qu'on avait et les études, les cartes qu'on avait vues, le port, il était prévu 600 hectares. Et nous avons pas. À l'instar de ce qui s'est fait à Saint-Do, le port vraquier, minéralier vraquier. L'autre problème, c'est que un port comme ça, vous le mettez sur 50 km du littoral du Sénégal, la Petite Côte, vous mettez 3 ports. Le port de Dakar, le port de Saint-Do et le port de Ndayane. Pourquoi cette multitude de ports sur une distance de 50 km? Ça nous paraît quelque chose d'aberrant. Ça nous paraît quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une sorte de même s'il faut le dire, Thiandoum, dans tous les grands pays du monde, on sépare le minéralier du conteneur. Hein, le vraquier, mais on n'est pas obligé maintenant, de les concentrer sur, effectivement, sur une surface comme ça. Et vous dites pas là-bas. Ou alors? Nous, on avait pensé, parce qu'on a même fait des propositions, nous avions pensé que il y avait déjà un projet de port à Kaolack. Si le port à conteneur devait servir à, en tout cas, faire pénétrer le flux et le transport de marchandises du Sénégal vers l'intérieur de l'Afrique, Kaolack était quand même une zone qui avait ses avantages. L'autre proposition que nous avions fait, c'est de prendre la Grande Côte, entre Kayar et Saint-Louis par exemple. On pourrait faire un port là-bas. Pourquoi pas Lompoul? Exactement. Pour faire une sorte de corridor qui pourrait faire entrer, en tout cas, toutes les marchandises à partir de la Grande Côte vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas de côte. Mais malheureusement, ce projet-là semble être une sorte de en tout cas, pour satisfaire un prince venu de Dubaï qui, il paraît, s'est promené sur notre belle côte et a dit il me faut ici un port, et voilà, on lui offre un port au détriment des populations. C'est ce que nous dénonçons. Enfin, je ne sais pas, peut-être que le port de Ndayane pourrait être à l'image du port de Djebel,
de Dubaï. Donc, je pense que face à la concurrence même loyale, on est plus bien positionné. Dakar n'est plus bien positionné en matière d'infrastructure portière. Peut-être que c'est quand même une bonne vision du chef de l'État. Je ne le défends pas. Mais aujourd'hui, si vous dites qu'il faut, pourquoi pas Kaolack, est-ce qu'une étude de faisabilité a été bien positive par rapport à ça, favorable? On ne sait pas. Justement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'ai pas de problème avec la vision du président de la République. D'ailleurs, le port n'est pas une vision du président de la République. Parce que ce port du futur, c'est le président Senghor qui avait commencé à en parler. Donc, ce n'est pas une vision spécifique au président Macky Sall. Mais l'État, c'est une continuité. Oui, justement. Mais c'est parce que vous avez parlé de la vision du président. Moi, je veux préciser que ce n'est pas une vision du président. Et nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre le développement du Sénégal, mais nous sommes pour un développement réfléchi. Nous ne sommes pas pour un développement qui extermine notre population. Quand vous voulez faire quelque chose dans une localité, vous avez la responsabilité et le minimum de respect de consulter les populations locales. Vous n'avez pas été consulté? Non, il n'y a pas eu de consultation. Ce qu'il y a eu, c'est on prend les gens qui nous sont favorables, on discute avec eux, etc. Et à des arguments techniques que les populations posent, on répond par des arguments politiques. Il va y avoir 30 000 emplois, vous serez... Les projets les gens à qui on a promis de l'emploi dans des projets au Sénégal, mais tout le monde sait ce qui se passe. S'il y avait de l'impact sur l'emploi des jeunes notamment, personne n'irait prendre les pirogues. Jusqu'à présent, nos jeunes prennent les pirogues, alors que ces projets-là sont là et on en parle, on s'en félicite. Il y a un problème au Sénégal et je pense qu'il faudrait connecter notre volonté de développement aux aspirations des populations locales. C'est très important. On ne peut pas venir dans une localité, ignorer la population locale, dire non, ça c'est l'État qui le veut. Vous n'y pouvez absolument rien. Oui. Nous, en tout cas, on est l'État, on est fort, on est puissant, on fait ce qu'on veut ici. Mais alors que nous, l'État, c'est nous posée. Si on parle du port de Ndayane, la pierre a eu des assurances du président de la République. Mais non, qu'est-ce que vous attendez? Impactés qui seront... Non, pour les impactés... Il a dit sa volonté avant fin février que tout le monde soit indemnisé. Nous ne sommes pas rassurés sur ça. Ah bon? Oui, nous ne sommes pas du tout rassurés. Des assurances qui ne vous rassurent pas. Non, du tout. Parce que les exemples sont là. Les impactés du terre sont en train encore de demander qu'on les indemnise. Les impactés du port minéralier de Sendou ne sont pas encore indemnisés. Donc si on nous fait croire que les impactés du port de Ndayane vont être indemnisés, nous avons toutes les raisons d'être sceptiques. Et nous sommes profondément sceptiques. Vous êtes profondément sceptique et je pense que par rapport même aux ceux qui seront expropriés, est-ce qu'il y aura des modèles d'indemnisation? Parce que j'entends que seuls ceux qui détiennent des terres, le foncier, seront indemnisés. Est-ce le cas? Effectivement. En fait, il y a un décret du président de la République, effectivement, qui parle de ça, en tout cas de l'expropriation. Je pense qu'il va falloir que les services techniques aussi se réunissent pour voir comment l'appliquer. Okay. Ce que vous dites, c'est une réalité, mais nous avons même entendu que l'État ne va même pas indemniser ceux qui détiennent des terres seulement. Ils vont juste indemniser ceux qui ont bâti sur la terre, parce qu'ils considèrent que les terrains là-bas, c'est le domaine national. Donc, ils n'ont pas à indemniser, par exemple, mes parents, les bouts, agriculteurs, qui ont occupé ces champs-là depuis plus de 100 ans, ils n'auront absolument rien. C'est les gens qui ont bâti qui vont être indemnisés, d'après les informations que nous avons eues. Mais l'autre problème le plus grave, c'est qu'un projet de cette dimension-là nécessite, selon la loi du Sénégal, le Code de l'environnement, qu'il y ait des études d'impact social et environnemental. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce document-là. Vous ne l'avez pas vu? Non. Et on est parti là où on devrait aller, parce que le document doit être au moins au niveau des mairies de Ndayane, de Diass ou de Yène, pour que les populations impactées puissent le consulter, et il doit même y avoir des discussions publiques avec les populations sur les impacts. Et ce document-là n'est pas encore disponible. Et c'est une violation de l'État du Sénégal. Vous voulez que l'État recule sur l'érection du port ou autre chose? Non, ce que nous voulons, nous sommes très clairs. Nous ne voulons pas de port là-bas.
Mais puisque la pierre a été posée, mais c'est pas parce qu'il y a une pierre. Non, c'est pas parce qu'il y a une pierre. Une pierre, c'est quoi? Cette pierre-là, moi, je peux l'enlever et la jeter dans la mer. Mais c'est symbolique. C'est pour cela que je vous le dis. Il y a un partenaire. C'est pour cela que je vous le dis. Et pour faire plaisir à un partenaire, justement, à un prince venu du désert, avec ses pétrodollars, on nous sacrifie, nous, population locale. C'est ce que nous dénonçons. C'est injuste. C'est injuste et nous nous demandons, nous nous posons la question, pourquoi l'État du Sénégal prenne les populations lébou de la petite côte comme des gens qu'il faut chercher de leur terre. Il n'y a pas encore de proposition, une alternative? Non, on a proposé, on a fait des documents où on a proposé des alternatives. Oui. Je vous ai dit par exemple, le port de Kaolack, je vous ai parlé de la Grande Côte, etc. Mais l'État ne nous écoute pas. On nous considère comme des gens, des privilégiés qui sont là-bas, qui ont des maisons et qui veulent sauvegarder leur patrimoine. Moi, je n'ai pas 1 cm² dans la zone où il y a le port. Mais je suis né là-bas. C'est mon patrimoine. C'est mon royaume d'enfance. C'est mon identité. Je ne peux pas accepter qu'on vienne bousculer mon identité, sacrifier ma communauté pour faire plaisir à un prince venu de Dubaï. C'est ça le problème. Il faut qu'on parle avec les gens. Il faut qu'on parle avec les populations. Et ça, c'est important. Nous nous battons pour ce principe-là. Mais qu'allez-vous faire? Mais nous allons continuer la bataille. Nous avons attrait l'État du Sénégal en justice. Le procès est en cours. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous irons jusqu'au niveau international. Même si le port existe et commence à débarquer ses conteneurs, nous allons continuer à nous battre contre ce port-là. Parce que c'est de l'injustice. Le capital est en train de prendre le dessus sur le social. Et ça, le Sénégal ne doit pas accepter. Ne doit pas accepter d'être dominé par des multinationales qui sont juste omnibulées par le gain. Ce port-là, l'exploitation du port, mais 60% des bénéfices vont à Dubaï. À Dubaï, ils sont en train de faire des dépenses de prestige. Quand aujourd'hui vous allez à Dubaï, on ne vous montre pas un port. On vous montre des immeubles grandioses, des îles artificielles qu'ils sont en train de construire. C'est ça qu'ils vous montrent. Et nous, on nous amène des ports pourris. On nous amène la pollution. On nous amène l'extermination de notre population. Mais c'est ça qu'il faut défendre. Moi, je pense qu'il faudrait que le Sénégal, quand même, se dise, OK, nous sommes pour le développement, mais nous voulons aussi préserver l'essentiel de notre population locale, parce que nous sommes des citoyens du Sénégal. Il ne faut pas que l'État se retourne contre nous. Et quand l'État se retourne contre ses propres citoyens, il y a un problème. En termes de démarche inclusive, qu'attendez-vous des autorités par rapport à ça? Nous attendons des autorités qu'il y ait des discussions franches et sérieuses, que ça soit inclusif et qu'on discute avec les populations. Donc, les populations qui sont là-bas, mes parents, Lébou, c'est des gens qui sont doués de raison. C'est des gens qui, aujourd'hui, sont capables, à travers leur métier et à travers ce qu'ils ont appris de leur grand-père, sont capables de vous dire, si vous creusez la mer, qu'est-ce qui va arriver? Ce port-là, on va creuser la mer sur 6 km. Mais les villages, tous les villages de Ndayan, Toubab Dialaw, Nyangal, Kel, Yendikaw, Ndita vont disparaître. Techniquement, en 2022, il n'est pas possible de faire un port, mais qui respecte l'environnement, les normes. En fait, c'est possible. C'est possible parce que nous avons on a des exemples de ports. Par exemple, quand vous allez en France, au port du Havre, ils ont fait un très grand port. Mais à l'intérieur même de la surface du port, vous avez des espaces verts. Vous avez presque des forêts, des zones pour préserver la nature. C'est possible de le faire. Oui, est-ce que justement ce projet-là n'intègre pas cette dimension? Pas du tout, pas du tout. Le problème de ce port-là, c'est qu'il y a une sorte de nébuleuse. Il y a des choses que les populations locales ne savent pas. Les non-dits? L'étude n'est pas là, on ne le connaît pas. On ne l'a pas vu. 12 000 hectares vont être pris sur la surface. C'est nos champs. C'est nos terroirs. 1200 hectares. C'est nos champs, c'est nos terroirs. Mais on va les donner à qui? Ces 12 000 hectares-là. Mais on nous parle d'un port multifonctionnel. 1200 hectares. Qui? C'est à qui? À qui on va les donner? Multifonctionnel. On nous parle d'un port multifonctionnel, quand même, le plus grand port d'Afrique de l'Ouest. Et pour moi, c'est la plus grande catastrophe écologique d'Afrique de l'Ouest. C'est pas le plus grand port. Mais permettez-moi de terminer, ça pourrait aussi créer d'autres emplois. Mais les emplois... Même que les pêcheurs se reconvertissent. Demandez à mes parents de Dias, on leur avait promis de l'emploi pour l'aéroport.
Chaque 3 mois, vous les voyez barrer la route pour réclamer de l'emploi. Nous ne sommes pas pour ce genre de choses-là. Il ne faut pas leurrer les populations. Un port multifonctionnel, comme vous dites, c'est de la technologie de pointe, très moderne. Ce n'est pas mes parents pêcheurs qui vont venir travailler là-bas. Sinon, ils vont juste être des gardiens. Vous ne pensez pas que la pêche artisanale devrait quand même la pêche artisanale, c'est le secteur clé. Elle ne peut pas disparaître. Non, il faut moderniser davantage quand même notre pêche. On peut moderniser la pêche. Oui. Je suis d'accord qu'on modernise la pêche. Mais on ne doit pas la faire disparaître parce qu'il y a un port à conteneurs qui arrive. C'est là où il y a le problème. Dans la zone de Yen, de Toubab Dialaw et de Ndayan, 90% de l'économie, c'est la pêche traditionnelle. Vous ne pouvez pas venir éliminer 90%. Non, progressivement, de façon graduelle. Est-ce que je peux terminer? Oui, vous ne pouvez pas éliminer 90% d'un secteur économique pour amener autre chose qui n'a rien à voir, qui est extraverti. Ça, c'est de un. Mais l'autre chose qui est importante, nous sommes des pêcheurs traditionnels. Nous travaillons avec des pirogues. Mais une pirogue, c'est une entreprise sociale dans une famille. Tout à fait. C'est une entreprise sociale. Donc, vous venez détruire plus de 2000 entreprises sociales pour mettre en place un port dans lequel les activités qui sont à mener, même si c'est des activités économiques, n'ont aucun lien avec la pratique séculaire des populations qui habitent dans la localité. On veut nous faire partir. C'est ça la réalité. La mer va avancer, nos terres sont prises et on va disparaître. Et c'est quoi l'impact même du tirant d'eau dont vous parlez tout à l'heure qui peut être à 20 mètres? À 20 mètres, je vous disais, la zone n'est pas profonde. C'est pour cela que le port va être mis dans l'océan. Et c'est pour cela que vous proposez, exactement, vous proposez la Grande Côte. La Grande Côte, elle est beaucoup plus profonde. C'est pour cela qu'on dit le site est mal choisi. Mais est-ce que les experts n'ont pas peut-être trouvé... Nous attendons les rapports des experts parce que nous ne les avons pas vus. L'étude d'impact environnemental et social doit être mise à notre disposition pour que nous puissions la consulter. Vous êtes allé vers le ministre de l'Environnement, par exemple? Non, l'étude doit, selon la loi, l'étude doit être mise à la disposition des populations. D'accord. La semaine passée, à 2 jours de l'ouverture du port, notre collectif a envoyé un huissier à la mairie de Ndayan pour constater est-ce que l'étude est sur place ou non. L'étude n'était pas sur place. Et ça, c'est une violation du code de l'environnement. Il y a des hôtels qui vont disparaître. Bien sûr, la maison du sable, il y a plein de choses. Les impacts sont vraiment catastrophiques. Vous vous attendez à quel taux d'indemnisation? Parce que... Non, moi, pour les indemnisations, moi je veux être très clair. Mon combat, ce n'est pas pour les indemnisations. L'indemnisation, elle est individuelle. Elle concerne les personnes qui ont investi sur site. Moi, je n'ai pas 1 cm² sur le site, comme je vous disais. Mon patrimoine sur ce site est un patrimoine immatériel. C'est mon identité, c'est mon royaume d'enfance qu'on veut détruire. Et je me bats contre ça. Donc, pour les indemnisations, ça c'est individuel. Les gens qui ont investi là-bas savent qu'est-ce qu'il faut faire pour être indemnisé. Mais moi, je ne suis pas dans le combat des indemnisations. Moi, je suis dans le respect de ma communauté. Je suis dans le respect du patrimoine social et culturel de ma communauté. Je suis dans le respect de l'environnement. C'est ça qui fait notre combat, mais pas les indemnisations. J'espère que le président de la République va vous entendre. Je l'espère, et j'ai l'impression que le président de la République, ses conseillers ne lui disent pas exactement ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce qu'encore une fois, nous sommes des citoyens. Nous appartenons à ce pays-là. Le Sénégal, avant, n'était pas comme ça. Comme ça. Le Cayor. Le Sénégal n'était pas le comme royaume ça. Du Cayor. Non, n'était pas comme ce qui se passe actuellement. Le royaume du Cayor existait. Mais ils ont accepté de ne plus être un royaume pour constituer le Sénégal. Même que le Baol, le Sine, exactement. Dans mon Dialaw natal, je veux dire, dans mon Dialaw natal, quand le roi du Cayor a voulu envahir le Cap-Vert, nos grands-pères, comme Khokhan Gueye, ont levé une armée pour aller se combattre le royaume du Cayor. Nos grands-pères là ne se sont pas battus pour qu'un roi ou un prince venu de Dubaï vienne prendre nos terres. Ils ne se sont pas battus pour ça. Ils se sont battus pour leur petit-fils. On a l'impression que vous refusez l'émergence. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes pour le développement, mais nous sommes aussi pour le respect
de nos valeurs, de nos us et de nos coutumes. D'accord. Un développement qui nous extermine, qui nous enlève notre identité, nous n'en voulons pas. Nous voulons un développement harmonieux, un développement qui nous respecte, qui nous permet de vivre en symbiose avec notre environnement, avec notre patrimoine. Ça, c'est important. Cri du cœur de Mossoguy Tout à fait, oui. Nous espérons que vous serez entendu par On l'espère. Les Fatoumian, merci. Merci à vous également. Merci, cher ami. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec les programmes de la TFM, la télévision Futur Média.